Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Entourloupe dans l'Azimut au format DRS, la discussion rapide et succincte, rappelons-le, notre format court pour vous régaler entre deux épisodes canoniques. Aujourd'hui, on revient à notre support du grand écart qui sera pas aussi énorme qu'il a pu être par le passé, n'est-ce pas Antoine ? Oui, tout à fait, Stéphane, bonjour, ça va ? Ça va très bien. Ça va bien. Ouais, alors, grand écart, pas si grand écart. Disons que voilà, il faudrait le jauger. On est sur quoi ? C'est pas du grand écart Van Damme, période Time Cop. On est sur un petit grand écart. Je sais pas, Chuck Norris, quoi. Un petit Sam Fisher, quoi. Un petit Sam Fisher entre deux murs, tu vois. Ouais, exactement. Voilà, avec une jambe fléchie, quoi. Oui, car avant, on a pu vous faire des écarts assez quand même. Le plus violent était quand même, je pense, Patrick Timsit et Andrzej Wajda. C'était quand même assez costaud. Celui-là, à ne réaliser qu'après un bel échauffement, quand même, des ischio-jambiers, ouais. Ça... Et un entraînement digne des plus grands professionnels, quoi. Non, aujourd'hui, on vous parlera de deux films. Parce que, en gros, nos discussions avec Antoine, c'est deux films qui revenaient de temps en temps et que l'un ou l'autre n'avait pas vu, l'un ou l'autre respectivement. Je ne sais pas si ma phrase est claire, mais vous m'avez compris. En gros, j'ai dû voir, à la demande d'Antoine, Maestro de Léa Fazer, film réalisé en 2014, si je ne dis pas de bêtises, film français. Et Antoine a dû voir, à ma demande, Outrage de Takeshi Kitano, film sorti en 2010. Voilà, chacun n'avait pas vu ce film. Ouais, enfin son film respectif, on va dire. Voilà, et on va commencer, je pense, avec Maestro. Allez, avec plaisir. Je rencontre des jeunes acteurs pour mon prochain film. Alors, qu'avez-vous joué au théâtre ? J'ai joué Shakespeare. Surtout, ne lisez pas trop vite. Arrivé sur le bord du Lignon. Non, t'es encore un peu rapide, ça. Qu'en as-tu pensé, Stéphane, alors de Maestro ? Alors peut-être est-ce qu'on embraye direct sur ton goût ? Non, mais on peut ce que t'as pensé, ou on peut présenter le resituer rapidement. Bah, situe-le toi, vas-y. Eh bah allez, c'est parti. Je vais essayer de vous vendre Maestro, qui est moi une comédie dramatique, mais on pourrait dire comédie un peu mélancolique, qui m'a beaucoup plu, qu'une professeure de scénario de notre école commune. Noémie, si tu écoutes ce podcast, je te salue et je te remercie encore pour ce conseil. Il m'avait recommandé ce film en disant ça pourrait te plaire. Et elle avait très bien visé, parce que Maestro, de quoi ça parle ? C'est l'histoire donc d'un jeune acteur qui a une vingtaine d'années, 20-25 ans, quoi, qui est interprété par Pio Marmaille et qui essaye de percer à Paris. Hein, voilà, il essaye tout simplement d'enchaîner les rôles, mais bon, on sent que c'est un gars un peu à l'arrache, quoi. Il vit avec son coloc, c'est encore compliqué la professionnalisation, quoi. Disons que ça alterne quelques projets de pub, petits courts-métrages, et puis entre-temps on joue pas mal à la console et tout, quoi. Et il se trouve que il a une audition pour jouer dans le nouveau film d'un réalisateur très connu qui s'appelle Cédric Rover. Donc déjà vous voyez où on va peut-être, mais évidemment qu'il s'agira donc de parler d'Éric Rohmer, mais avec un pseudonyme, quoi. Mais donc du coup un film très, on va dire, estampillé auteur, cinéma d'auteur français. Bon, il passe l'audition quand même, et il se trouve qu'il est pris pour ce film d'auteur, et lui pense, ça y est, que c'est bon, putain, c'est trop bien, quoi. C'est un premier rôle au cinéma, c'est le cinéma, c'est bon, les Césars, bientôt Hollywood, quoi. C'est le rêve arrive enfin après tant d'années de travail, et il va vite comprendre que le cinéma, c'est le cinéma français, du moins, c'est pas forcément ce qu'il avait imaginé, et donc il va tomber dans un tournage beaucoup plus, avec des moyens beaucoup plus restreints que ce qu'il avait en tête, et cependant ça va lui apprendre peut-être autre chose, en fait, sur tout simplement le cinéma, sur sa cinéphilie, et il va se découvrir une facette de sa personnalité qu'il ne soupçonnait pas. Je vous en dis pas plus, mais au contact de ce réalisateur-là, qui est quelqu'un qui a une vision du cinéma très loin de celle que peut avoir le personnage de Pio Marmaille, qui lui a grandi avec le cinéma hollywoodien, le cinéma d'action. Peut-être on peut imaginer aussi les grosses comédies populaires, dans le sens très noble du terme, que dans ma bouche c'est pas du tout quelque chose de négatif. Mais forcément, quand il arrive sur ce tournage d'un film d'auteur français... C'est une adaptation de L'Astrée.
Ouais, d'Honoré l'Astrée. Urfé, qui donc en termes de littérature, c'est à une galaxie d'écart de tout son univers à lui, quoi. Exactement. Voilà. C'est comme c'est un schéma, un archétype narratif très connu qui s'appelle le poisson hors du bocal, on pourrait dire, fish out of the water, où vraiment on prend un personnage qui est dans un milieu inscrit et bien défini, en l'occurrence Pio Marmaille, jeune acteur, biberonné au cinéma hollywoodien, au cinéma populaire, etc. On le sort de son bocal et on le met dans un univers qui n'a rien à voir, avec des codes qui n'ont rien à voir, et ça, généralement, ça produit un effet comique très fort au cinéma. C'est Les Visiteurs, par exemple, l'archétype, l'exemple qui illustre parfaitement ça, Les Visiteurs, des gens du Moyen-Âge qu'on met dans l'époque moderne. Bon, voilà, et ça fait rire, on trouve des gags partout. Là, c'est un peu la même chose. Moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire de voir ce gars débarquer dans cet univers-là. Et je pense que ça m'avait aussi touché. Du moins, ça m'avait fait rire aussi parce que je m'imaginais un peu à la place de ce gars-là, même si j'ai pas du tout de velléité de comédien, mais tu vois, c'est un peu peut-être les mêmes origines cinéphiliques, on pourrait dire. Et aussi parce que, on va en parler, j'espère, mais que le film n'est pas que ça. Et je trouve un joli propos. Voilà. Et joli propos, en effet, et si je peux me permettre d'embrayer. Est-ce que je commence vite fait avec ce qui m'a un peu dérangé, entre guillemets, dans le... Bien sûr, mais j'aimerais avoir ton avis sur le film. C'est justement parce que tu parles que tu t'identifies à ce gars-là, et je pense aussi, moi, d'une certaine manière, un peu comme toutes les personnes de notre génération, même si on n'a pas des velléités d'acteurs, mais il y a ce même moule, quoi. Moi, mais encore une fois, je dis que j'étais agacé, mais c'est vraiment un ressenti très très personnel, hein, je le reconnais. Je sais pas pourquoi, je l'ai un peu pris à vif, où je me suis senti visé moi, où en fait on montre vraiment au début on montre vraiment un abruti fini, quoi. Et j'ai eu un peu cette vague sensation par moment je viens en termes de musique, je viens du métal, de ce truc, ces clichés qu'on subissait à tour de bras, etc., par des gens qui connaissent pas forcément le truc. Mais ça, c'est pas grave. Mais j'ai eu ce petit sentiment au début, parce qu'en fait, on le représente vraiment débile. Ils font des trucs vraiment débiles. Genre, vu qu'ils se croient, ils pensent que ce film, il va toucher des millions, enfin plein d'argent, ils s'achètent direct une Mustang, etc. T'es sûr de ça ? On le voit pas, oui. L'achat de la Mustang. Ils disent trop bien, on a un film, et le plan d'après, il roule en Mustang dans la campagne. Oui, mais est-ce qu'il l'avait pas déjà avant, le mec, à la fin, il est avec un scooter pourri, donc. Est-ce qu'il l'a pas loué, ou je sais pas. Enfin bref, ouais. Non, mais ça m'a pas choqué. Il y a d'autres trucs comme ça où vraiment c'est du niveau de la débilité, on pourrait être dans une comédie avec Will Ferrell, quoi. C'est ça. Et en fait, le mur et tout là où il voilà. essaye de bloquer la porte pour pas que le proprio les jarte. C'est ça. Et en fait, le film est pas débile à ce point-là. Et limite, j'aurais préféré qu'il soit encore plus fou. Et en fait, le film avance et tu vois qu'il y a une dimension beaucoup plus poétique presque, ou poétique, fine, qui est au final très touchante. Voilà, c'est ma seule réserve. Non, mais j'entends. Au début, ça me faisait un petit peu lever les yeux dans les représentations que ce film avait de certains personnages, quoi. Je pense que si je le revoyais, même si je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, je serais assez d'accord avec toi. C'est pas forcément les passages qui me font le plus rire, même s'il y a des trucs que je trouve justes. Typiquement, dans leur bêtise aussi, j'aime beaucoup, parce que moi, en tout cas, ça me renvoie à des moments de notre vie d'étudiant en cinéma. Quand justement, pour préparer l'audition, ils doivent regarder un film d'Eric Rover, et qui, tu sais, ils mangent des pâtes vraiment, ils se sont fait des nouilles à l'arrache avec du gruyère, mais vraiment c'est le zéro pointé de la cuisine, quoi. Et ils sont en train de regarder un film d'Eric Rover, donc t'as vraiment le plan fixe, 2 femmes qui parlent dans un jardin en noir et blanc, et que les gars ils se regardent et ils éclatent de rire, genre mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Oui, c'est gros, évidemment, mais si on est un peu honnête, on a tous vécu ça à un moment dans nos vies, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, à savoir quelqu'un peut-être qui est parce qu'on en a connu aussi, et il y a des amis proches, moi, qui ont des cinéphilies très différentes des nôtres, et qui ont découvert et aimé le cinéma via des films très différents, peut-être plus sur le tard, et donc du coup avec des films peut-être plus entre guillemets arty, enfin tu vois, plus
enfin des films qui ne sont pas destinés à du cinéma populaire, etc. Et donc du coup, quand tu leur montres un blockbuster hollywoodien, bah il y a la même fracture entre guillemets, de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et bah nous c'est un peu la même chose quoi. Et ça, cette scène où il regarde ce film d'Eric Rover, bah moi on l'a vécu 20 fois quoi, en tant qu'étudiant de cinéma, où tu vas au cinéma, tu vas voir un film qu'on t'a demandé de voir. Tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et moi ça me fait rire parce que du coup il y a ce côté un peu touchant aussi où ouais, on a tous des préjugés sur les films et tout ça, et encore aujourd'hui, il faut se battre contre ça justement parce que des belles surprises peuvent arriver. Bien sûr, et encore une fois, c'est là où je vais imbriquer vers ce qui m'a plu dans le film. Mais voilà, il y avait un peu cette vision-là. En fait, tu vois, ils en font un gars qui aime bien le cinéma populaire, tout ça. Ils le font citer Fast and Furious. Ouais. Je sais pas, pour moi, j'ai pas envie de dire que j'aurais mieux fait à leur place ou quoi que ce soit, mais je sais pas, un bourrin bête et passionné, il a une fixette sur un truc, tu vois, et non, mais je comprends. Ouais. Tu le montres en train de regarder, je sais pas, Die Hard chaque année, par exemple. Je dis Die Hard, mais ça peut être n'importe quoi. Et surtout qu'après, c'est vrai que ça aurait pu être un peu un running gag, entre guillemets, et plus défini, puisqu'après, il se met à défendre Bruce Willis, par exemple. C'est vrai qu'ils auraient pu en faire un fan de... Mais en fait, tu vois, je trouve que ça va limite pas assez loin de montrer un gars vraiment cuit à un cinéma d'action. Et voilà, on le sait, on le connaît, il y a des gens, ils ont toujours une passion, une fixette autour d'un truc, et je trouve que ah bon, voilà, le gars il est juste débile en fait, et il va moins le devenir. Bon, non, mais tu peux le dire, Stéphane, t'aurais voulu un fan de James Bond. Bon voilà, écoute, on peut pas tout faire. N'empêche, ça aurait été marrant et bien sûr. Mais bon, bref, ou un Tom Cruise, un gars cuit à Tom Cruise et aux Missions Impossibles, qu'importe, tu vois, mais bref, je trouvais ça un peu trop facile, mais encore une fois, c'est vraiment une critique très légère et très très personnelle là-dessus. Je trouve que le film, après, quand on voit où ça va dans le propos, il marche très bien, et notamment, il y a un pivot dans le film, on va pas trop en venir, où en fait, il commence un peu, il comprend une idée qu'il avait de l'acting. En fait, le personnage de Michael Lonsdale, je sais même pas si on a précisé que c'est vrai, est joué par génial Michael Lonsdale. Alors là, pour le coup, dans le film, lui, il est oh là là, il est vraiment super. Très bien dans ce vieux réalisateur. Ça lui va comme un gant, quoi. Qui a ses marottes, mais qui s'y tient et qui est très apaisé. Enfin, il est super. Et donc voilà, sans en dire, ils doivent filmer une scène de baiser et lui, il n'y arrive pas. Et il va lui dire le truc qui va lui faire un peu débloquer, et c'est peut-être là où moi, ou même dans le film, je me suis je voyais où le film voulait en venir, et que je suis beaucoup plus rentré dedans, que j'ai un peu plus tout accepté, et c'est vraiment un moment touchant, il n'y a pas à dire. C'est marrant parce qu'on a, sans que ce soit dramatiquement, genre en termes de narration, vraiment c'est pas forcément le pivot tu vois, où il y a un événement dingo, où tu vois, c'est pas non plus c'est pas un truc, il y a pas un immeuble qui tombe au milieu de la, enfin tu vois, c'est pas non plus un truc scénaristiquement dingo, mais quand on a parlé du film un peu en off et tout ça, on a tout de suite cité cette scène là, donc c'est qu'il se passe quelque chose dans cette scène, et en fait le pivot il est intérieur, en effet, il y a un truc qui se passe chez les personnages, et surtout chez Pio Marmaille, et je trouve que la scène elle est très belle, enfin vraiment c'est une scène à laquelle je pense souvent, qui me touche beaucoup, et je trouve que Pio Marmaille est super juste, quoi. Enfin, Lonsdale aussi. Enfin, j'adore cette scène, quoi. Je la trouve très, super. Très belle. Et Lonsdale est vraiment super tout le long, en personne qui est vraiment passionnée de la langue française, quoi. Exactement. Il y a tout un running gag en disant mais arrêtez de jouer, en fait le texte fait tout. Il faut une lecture. Il s'entraîne à faire une lecture dans une crypte d'une église, et c'est le personnage de Alice Belaïdi qui met du jeu, de l'emphase, etc. Il dit non, mais vous en faites trop, juste lisez le texte, ça suffit, quoi. Ce qui est génial. Diamétralement opposé à plein d'autres écoles, quoi. Et même une scène qui aurait pu être ridicule dans un autre film, à savoir où il lui demande, Lonsdale, qu'est-ce que ça veut dire, je la kiffe gros. Ouais. La scène sur le papier, c'est vraiment le truc le plus ridicule qu'il y a dans chaque film français. Pourtant, je trouve que c'est intéressant parce que tu vois vraiment qu'il est purement intéressé par la langue. Ah, mais c'est sûr. Il veut juste comprendre comment ça s'emploie et comment ça peut marcher dans une phrase avec le verbe, avec le complément, etc. Le type est juste pragmatique et passionné de la langue française. Et puis il est vraiment touchant. Après, Lonsdale, on a forcément le personnage de l'acteur qu'il était en tête. En plus, c'est
ça doit être un de ses derniers films. Donc, dans les derniers films de sa carrière. Et donc il y a quelque chose d'assez touchant de le voir faire ce petit vieux réal, mais apaisé, tranquille, et avec des moments où il y a son assistante qui lui dit j'aurais aimé avoir plus de moyens, mais il dit mais non, mais j'ai tous les moyens qu'il faut. Ça file quand même, enfin moi je sais pas, pourtant Dieu sait que... Enfin Dieu sait. Il y a des... En fait, ça fait partie de... C'est un film qui te fait bien rendre compte que, même si parfois tu as du cinéma qui n'est pas ta tasse de thé, tu sais que c'est pas forcément pour toi, qu'il y a des choses importantes, entre guillemets, quoi. Que, tu vois que c'est quand même super beau et cool que ces films-là se fassent, en fait. Et puissent vivre et avoir une économie qui fait que ces films-là sont possibles, en fait. Et c'est sûr que ça fout un peu les boules, en tout cas là dans la logique du film, de voir ce réalisateur-là aussi bienveillant, aussi passionné, aussi gentil, etc., galérer sa race à faire son film avec vraiment... Malgré la notoriété qu'il a. Exactement, malgré sa notoriété, toujours, quoi, bah ouais, c'est sûr que ça t'enrage, quoi. En tout cas, le film transmet bien ça, quoi, ce truc de... Ok, c'est peut-être pas ma tasse de thé, mais je sens que c'est important que ça puisse se faire, un cinéma comme ça, en fait. Et on n'a pas précisé quelque chose, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. Évidemment, on a parlé donc Cédric Rover, qui est le réalisateur joué par Michael Lanzal, qui est très fortement inspiré, qui est en fait presque une adaptation, on pourrait dire, d'Éric Rohmer, le cinéaste français. Et donc le script, je crois, a été coécrit, à la base était une idée originale de Jocelyn Quivrin, le comédien tragiquement décédé, je crois c'est dans les années 2010, peut-être juste avant, et qui avait tourné, en gros c'est son histoire, quoi. C'est-à-dire qu'il a tourné dans l'adaptation de l'Astrée, ou de l'Astrée, je ne sais plus. L'Astrée. Astrée et Céladon, je crois. Et voilà, il a tourné dans cette adaptation d'Éric Rohmer et il a voulu narrer son histoire, quoi. En gros, lui jouait Pio Marmaille, quoi. Il est arrivé dans un univers dont il ne connaissait pas les codes, je pense. Et voilà, donc c'est son histoire qui est narrée là. Et du coup, je sais plus si c'est Maestro... mais moi derrière ça avait été aussi un déclic pour découvrir le cinéma d'Éric Rohmer et j'espère qu'un jour on pourra en parler, peut-être à l'occasion d'un grand écart, d'un épisode, je ne sais pas, parce que typiquement je vais pas trop m'étaler dessus, mais moi c'est un cinéma que je pensais ne pas être du tout, enfin je pensais ne pas être fait du tout pour les films d'Éric Rohmer, de très bêtement de loin je pensais que c'était pas fait pour moi du tout, quoi. Et j'en ai vu un, j'en ai vu deux, j'en ai vu trois. Et à chaque fois, je prends des petites claques à chaque fois que j'en découvre, quoi. Donc ouais, c'est un cinéaste qui me plaît beaucoup, 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 Éric Rohmer. Comme quoi, il faut tenter. Il faut sortir de sa zone de confort et les préjugés, faut leur casser le bras, quoi, comme Steven Seagal. Voilà, le grand écart dans la même phrase. Un petit Steven Seagal, Éric Rohmer, mais pourquoi pas. Pour bientôt, j'espère. Ouais. Mais je suis content que ça t'ait plu quand même. Attends, c'est dans quel film ouais. que un film bête hollywoodien, un méchant film où le méchant s'appelle Éric Rohmer c'est vrai. Je me demande si c'est pas dans... Ah putain, je crois que c'est dans des jeux, c'est dans les vieux Siphon Filter. Ouais, ok. Ils ont voulu faire un clin d'œil, genre le méchant, il s'appelle Eric, mais Eric CH, tu sais, c'est un peu genre, pour faire un Européen, il s'appelle Éric Rohmer, il y a un truc comme ça à vérifier. C'est trop cool. Voilà, comme quoi... c'est rien. Mais pour un peu conclure sur Maestro, on peut aussi dire que c'est un film qui se regarde très bien. Il est pas long, il dure 1h20, il est... Je trouve que c'est assez super léger et fluide, quoi. Il s'emballe très bon feel good movie, quoi. On pourrait presque dire que c'est une comédie romantique aussi, parce qu'on en a pas parlé, mais il y a toute une partie de romance dans le film. Et alors oui, c'est fait avec les gros sabots, c'est presque un conte, mais de différence de classe sociale aussi, entre les différents comédiens et comédiennes et tout, qui est assez juste, hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais nous, même si on n'a pas gravité forcément dans ce milieu-là, toi, plus de tournage, etc., il y a des archétypes qu'on reconnaît, qu'on a croisés à Paris, hein, on va pas se mentir, hein, quand même. Le film est assez drôle là-dessus. Alors je sais pas si des gens qui n'ont pas vraiment vécu sur des tournages apprécieraient ça. J'espère que ça fera pas trop
Blague de niche, un peu. Ouais. Blague de niche pour eux, mais c'est vrai qu'on retrouve des trucs très marrants entre il y a un casse-couille de service sur chaque tournage, il est là, il fait chier tout le monde. Il y a la script qui pète les plombs à un moment, qui est sérieuse tout le temps, mais à un moment elle craque, elle hurle. Ah ouais, c'est génial. Sans aucune raison. Il y a pas de budget, il pète les plombs parce qu'on peut pas faire, parce qu'on ne laisse pas faire, c'est son sol. Voilà, c'est son ambiance. Des trucs. Le premier assistant qui est au bout de sa vie du début jusqu'à la fin. Ouais. Vraiment, le régisseur qui négocie avec le paysan du coin qui est en train d'utiliser son tracteur au moment de la prise. Ouais. Enfin voilà, il y a des trucs très complètement. On voit le petit tournage, le tournage qui a des moyens mais sans en avoir non plus quoi. Enfin voilà, le film est assez drôle là-dessus. Non, c'est très 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 chouette. C'est vraiment c'est une des belles comédies françaises. Tu vois, quand on dit que la comédie française c'est que je sais pas, la bande à Fifi ou ce genre de choses, bah voilà, non, de temps en temps il y a aussi des films comme ça qui arrivent et qui proposent quelque chose d'un peu différent. Et voilà, je trouve ce film-là n'a pas eu un immense succès, je crois. Je m'avance pas trop en disant ça. Et je trouve ça un peu dommage parce que mine de rien, malgré son cadre qu'on peut justement penser un peu niche, je pense qu'il parle de choses un peu plus universelles et que ça pourrait plaire au plus grand nombre, quoi, complètement. Donc voilà, moi je vous le recommande très chaudement. Malheureusement, alors pour le trouver, je pense qu'il de temps en temps, je crois qu'il était dispo sur des plateformes genre en replay. Il n'y a pas si longtemps encore sur France TV ou ce genre de choses, peut-être MyCanal. Il n'est pas sur Netflix ou autre, je crois. Et malheureusement, il n'y a qu'une édition DVD. Bon, moi, vous savez, c'est un peu ma marotte. Hein, sans être une catin graphique à vouloir tout en 4K ou en 8K magnifique et tout, merde, t'as des films qui sont faits avec certains moyens, sors-les au moins en Blu-ray, quoi. Là, j'ai une édition DVD, elle est quand même un peu cracra. C'est un peu chiant, quoi. Enfin, je sais pas. Il est joli, le film, en plus, tu vois. Il y a quand même une volonté, je sais pas, esthétique. Il y a des gens qui se font chier à faire un film. Est-ce qu'on peut le voir dans des conditions à peu près décentes, je sais pas, je trouve ça un peu dommage, mais bref, désolé, c'est mon quart d'heure où je râle comme un papy sur les éditions physiques. T'inquiète pas, on va se calmer. Est-ce qu'il serait pas temps de sortir les costards, les tatouages dorsaux et les gros guns et les grosses Mercedes noires, quoi. Allez, let's go. On va passer à Outrage de Takeshi Kitano. ちゃんとけじめつけろと言ってくれ。すいません。親父も俺も会長にえれ怒られちまったよ。ハモン？あんたがやれって言ったんだろう。大きなお世話だよバカ野郎。アウトレイジ。 Outrage de Takeshi Kitano avec Takeshi Kitano, comme il aime souvent jouer dans ses films, sorti en 2010. Outrage c'est-à-dire que le titre original, je suis allé vérifier, je me suis dit, mais c'est une traduction, outrage, mais le titre original, Outrage, le titre original japonais est en anglais. Attention. Internationalisation du Kitano-verse, quoi. Donc, pour le situer un peu, un film de Yakuza. Vraiment. Je pense qu'on peut dire ça, ouais. C'est même presque un documentaire, presque une ambiance Yakuza de 1h40. Un film, on pourrait dire. Alors, pour le situer un peu, je crois qu'il arrive dans la période de Kitano. Avait fait plusieurs films plus sa mouvance plus auteur, et il est revenu à un truc un peu plus punchy, plus commercial entre guillemets, même si voilà, ou un genre qu'il a suivi toute sa vie, les films de Yakuza, quoi. On peut dire assez rapidement que, et je pense que tu vas vite embrayer là-dessus, que l'histoire, un peu comme Tom Cruise écrit ses Missions Impossibles, enfin il pense d'abord les scènes d'action et ensuite on imbrique l'histoire autour. Là, Kitano a pensé une suite de mises à mort et de règlements de compte, et l'histoire s'imbrique autour, quoi. L'histoire, c'est ni plus ni moins qu'un grand parrain, je ne sais pas si le terme est exact, mais ils disent un chairman en anglais, quoi. Chairman, c'est le boss, quoi. C'est vraiment le boss Yakuza. Il dit juste lors d'une réunion à un chef, un sous-chef Yakuza, un chef de famille, en disant tu fricotes un peu avec ce clan-là, j'aime pas trop. Ah ouais, ok, bon, ok chef, je vais essayer de faire quelque chose. Et de là démarre juste une série de règlements de compte, etc., où en fait on comprend que le parrain lance ça, juste il divise pour mieux régner, il n'y a pas d'autre terme, quoi. C'est même limite une blague en fait, parce qu'on va avoir un règlement de compte
Et juste après, ils sont tous en train de s'excuser auprès de ce chairman, quoi, en disant ça revient, c'est la même rengaine. Non, mais excuse-toi, ça va se tasser, t'inquiète pas, c'est juste le temps que ça se tasse. Excuse-toi. Ah, mais tu devrais peut-être prendre le pouvoir sur ce gars-là. Enfin bref, c'est un gag. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des premiers trucs que tu as ressenti, parce que tu vas me parler de. Tu vas me livrer ton ressenti, Antoine, que voilà, l'histoire, elle est presque anecdotique. Complètement. Et moi, j'étais un peu perdu parce que je dois t'avouer, je savais à peu près où je mettais les pieds, mais d'assez loin quand même. Je suis pas très familier avec le cinéma de Takeshi Kitano et je ne savais pas de quoi parlait Outrage, quoi, vraiment, tu vois, le nœud de l'intrigue. Et très rapidement, j'étais là, je fais mais attends, mais c'est quoi ce bordel en fait? C'est-à-dire que c'est un bordel complet. T'as du name dropping, enfin des noms de personnages en veux-tu en voilà. Il y a énormément de personnages, ce qui fait que tu t'emmêles les saucisses mais complet. Enfin vraiment, t'es dans une nébuleuse au début de ce qu'est l'intrigue très rapidement, mais en même temps t'es plongé directement in medias res, on va dire, dans ce milieu-là. Et donc en effet, oui, je te rejoins, l'intrigue n'est pas forcément l'attrait principal du film. Et oui, maintenant que t'en parles, c'est vrai qu'avec le recul, je l'ai vu très récemment et c'est quand même assez ouf. C'est-à-dire que c'est pas le boss, il dit pas déclencher la guerre avec un tel. C'est qu'il fait juste une petite remarque en fin de réunion, genre ouais, j'aime pas trop, là t'es un peu trop pote avec machin. Et de ça part la guerre mondiale en fait. Genre vraiment, de ça part une extermination, mais genre les mecs se butent, mais c'est dans des conditions hardcore. Et tout ça part d'une petite remontrance, quoi. Genre, c'est une petite remarque. Hein, c'est une petite remarque, et l'autre dit ok à un de ses sous-chefs encore, qui est Kitano d'ailleurs, qui joue plus qui joue pas un grand chef. Non, du tout. C'est le chef. Alors, si j'ai bien compris, c'est le chef d'une famille, mais qui est au service d'autres familles. C'est d'une autre plus grande famille, elle-même au service de ce grand. On comprend que parrain, on comprend que c'est extrêmement hiérarchisé, extrêmement codifié. Et qu'on déconne pas avec ça, et que les rangs hiérarchiques sont redéfinis très peu souvent. C'est-à-dire qu'à un moment, on lui demande, alors c'est pas à Kitano, mais à son boss justement, depuis quand toi tu es le sous-boss? Et l'autre il lui dit, oh bah ça fait 20 ans. Ah ouais, d'accord. Donc clairement les promotions, c'est les promotions d'entreprise, c'est pas tous les 4 matins, quoi. C'est pas tous les 4 matins. Le film est fort là-dessus, c'est qu'en quelques images, on comprend tout ce système d'hiérarchie. Entre la manière dont les gens sont assis à telle table, entre la manière dont ils sont au service d'un autre, tu vois toute la structure pyramidale de ça, quoi. Et en même temps, il dépeint ce milieu-là, parce que c'est un milieu, j'avais lu une autobiographie de Kitano une fois, qu'il connaît bien. Enfin, les Yakuza sont jamais loin, en fait, au Japon, et même des fois, c'est pas spécialement... la mafia qu'on se représente, c'est juste un système de famille, d'influence, etc. Okay. Et là, en fait, ils se foutent de leur gueule gentiment, parce que l'intrigue du film, c'est un foutage de gueule. C'est vraiment... le film n'est pas pourtant traité avec humour, mais juste la manière dont après, tu vas voir une fusillade, une boucherie, et l'image d'après, c'est le boss en question qui est chez le parrain. Et qui est ouais, excusez-moi, ça je ne ferai plus. Ils vont se couper le doigt à tire-larigot, mais genre en guise, c'est une formalité. C'est vraiment, j'ai cette scène que j'adore. D'ailleurs, j'adore le personnage de Kitano, Otomo. Ouais. Dans sa manière d'aborder la violence, comme nous on percerait un mur, quoi. Vraiment, c'est exactement ça. Il se sert d'un flingue vraiment comme d'un tournevis blasé, l'autre main dans la poche presque. Je crois que c'est une des premières remarques que je t'ai faites quand tu m'as demandé un peu ce que j'en avais pensé. Il y a une scène d'exécution, voilà, spoiler, hein, il y en a toutes les 3 minutes dans le film. Alors non, pendant un long moment il n'y en a pas. C'est vrai. Il y a un creux d'une demi-heure, et puis après ça commence, et les dernières 40 minutes, on paye l'addition de tout le film, quoi. Mais c'est vraiment il y a une scène assez marquante dans un lieu public, on va dire, où il arrive et il bute des gens. Mais comme tu dis, c'est vraiment comme toi, tu plantes un clou le dimanche pour réparer dans un truc dans ton garage, quoi. Du coup, c'est ça qui me plaît bien dans le film, c'est une démarche vraiment, je pense, c'est de se dire que il n'y a pas du tout d'esthétisation à outrance ou quoi dans ces moments-là. Enfin, pas tout le temps, mais en tout cas, là, à ce moment-là,
il arrive et il fait le taf et il nettoie le truc et c'est brutal, c'est voilà, trois coups de feu, 3 morts, terminus, tout le monde descend quoi. Et ouais, du coup t'es là, tu fais what the fuck, c'est quoi ce perso quoi, il est quasi autiste le perso dedans quoi, il est genre tu sais vraiment il est dans son truc, enfermé dans une espèce de violence hardcore. Otomo il est spécial hein, quand même. Il est spécial. Bon, en plus après Kitano avec son expression, son visage paralysé, ça rajoute vraiment quelque chose. Mais il y a cette scène aussi où il sait qu'il doit lui faire amende s'excuser et il dit vraiment bon bah allez j'y vais, bon je vais me couper le doigt quoi. Je vais me couper le doigt quoi. Bon bref, il demande à ses hommes, tu vas aller me chercher un élastique et un peu bon de ficelle et un bon couteau bien aiguisé. Comme ton père qui te demande de tenir les clous pendant que tu bricoles quoi. Et c'est ça. Il fait ça. Tout ça pour que la scène d'après on lui dise ah t'es coupé le doigt, ouais, bah c'est sympa mais franchement c'était pas obligatoire quoi. Tout va bien. Ouais, non mais c'est ça, il lui remet le doigt dans la poche de la veste, c'est extraordinaire. Allez, va à l'hôpital, allez. Mais voilà, vraiment, c'est marrant parce que le film est une comédie sans lettres, parce que le film est très sérieux dans son esthétique, dans la manière comme ça, mais en fait dans son propos, c'est clairement une comédie quoi en fait. Mais je saurais même pas dire. Moi, j'ai bien aimé le film, j'y repense en plus, et donc il y a des trucs esthétiques qui me plaisent beaucoup. Parce que mine de rien je sais pas, il y a quand même des plans propres je trouve au cinéma japonais, enfin tu vois il y a surtout au cinéma de Kitano en plus. Au cinéma de Kitano c'est vrai, mais que j'ai pu retrouver aussi moi dans le cinéma de Koreeda par exemple, c'est des plans de rue, plans fixes assez longs où on laisse se dérouler l'action et avec une certaine beauté aussi, tu sais, avec le soleil qui tape un peu la verdure, le vent dans les arbres, etc. Et d'un coup, la violence jaillit, quoi. Ou même le début du film, où j'ai l'impression que le film avait un problème. C'est-à-dire que je me suis dit, oula, le DVD ou le fichier, il y a un souci. Le début du film commence dans un calme absolu, où tu vois juste des chauffeurs de Yakuza et des Yakuza en train de s'aérer un petit peu et de s'éventer un petit peu. Je crois de mémoire, ou en train de manger et tout, et je me dis attends mais il y a un problème, j'entends pas il y a pas de son de dialogue ou quoi, c'est très bizarre de démarrer un film comme ça quoi. Génial, ces 3 premiers plans, c'est trop beau, magnifique. Cette première scène, c'est presque peut-être un petit court-métrage presque qui montre le milieu Yakuza où tu vois déjà tu vois les strates, exactement, tu vois déjà les strates, tu vois t'as les chauffeurs, les chefs, enfin les sous-chefs, les big boss et tout, enfin tu sens que c'est ultra codifié et hiérarchisé quoi. Et que chacun, il y a un truc aussi qui m'a marqué, c'est que du coup tu te rends compte que chacun à son petit niveau, etc., a en fait tout ça c'est des guerres d'ego en fait, mais à son niveau. Et donc la décision du big boss va avoir un impact énorme, mais sur des guerres intestines à beaucoup plus petite échelle en fait quoi. Et que tout ça, c'est peut-être la théorie du ruissellement, je sais pas, mais que tout ça ruisselle jusqu'en bas quoi, jusqu'au bas de l'échelle, à savoir les dealers, tu vois les trafiquants, l'immobilier même. L'immobilier, bien sûr. Je sais pas si tu as remarqué, c'est aussi dans les tenues vestimentaires. C'est-à-dire qu'on voit les plus bas des sous-fifs, des apprentis quasiment qui servent les boissons pendant les repas, ils sont en survêt. Après, il y a tout le milieu, c'est vrai. Ils sont dans des costards impeccables sur mesure, ils sont tous nickel. Mais le big boss du big boss, le grand parrain, lui, il est en survêt. Il est en l'ours, c'est vrai. C'est génial. Et il a une coupe de cheveux aussi, c'est incroyable. Les survêts tout blancs, impeccables. Et lui, il a des lourds verres fumés aussi, il a des lunettes à verres fumés quoi. Je pense que c'est la panoplie quoi. Mais c'est génial hein, ça. Mais tu vois, c'est quand même marrant parce qu'on parle de ce film. Moi, je peux pas dire que le film m'ait touché. Je vois qu'il y a un propos spécialement sur tu vois, la mafia, mais c'est un film presque d'ambiance en fait. C'est un portrait et un film d'ambiance quoi. Et t'es propulsé direct. Ça m'a rappelé, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai joué un petit peu. Évidemment les jeux Yakuza de Sega, alors sans le côté complètement loufoque, décomplexé des jeux Yakuza, mais t'as vraiment ce truc de rentrer dans un univers et qui te dépeint aussi la société japonaise, parce que c'est une société que moi je connais pas forcément très très bien, mais qui me passionne évidemment, qui me fascine, mais t'as quand même l'impression d'un état extrêmement policé, où le respect de l'autre, d'autrui, et donc
le respect des lois, etc. est ancré au plus profond de chacun. Et donc, quid de la mafia dans une telle société, quoi. Et donc, du coup, t'as quelques scènes vraiment intéressantes, et parce qu'elles sont très différentes de nous, comment ça pourrait se passer dans nos pays, de confrontation, par exemple, entre la mafia et la police, tu sais. Tu sais, ces jeux un peu de provocation, là, avec le Yakuza qui balance sa clope devant le flic et tout. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que là, pour le coup, c'est... Il y a aussi le personnage du flic, gradé, du commissaire, qui est là dans cet écosystème. Il prend sa petite enveloppe de temps en temps, il s'assure que les luttes intestines, ça déborde pas trop, tranquille, et lui évolue à son petit niveau aussi. C'est un écosystème, en fait, où tout marche. C'est un cercle vertueux, quoi. C'est une micro-société organisée. Non, mais ça, moi, c'est du peu que j'ai pu découvrir sur le Japon par des podcasts ou des films, etc. Ça a l'air d'être pas mal codifié, ça aussi, tu vois, ouais, non, on interdit formellement ça, mais bon, en soum-soum quand même, voilà, hein, on laisse les mecs gérer le casino et tout ça, mais attention, hein, on est très strict là-dessus, et tout ça, mais bon, en fait, ça a l'air d'être tellement traditionnel. Tu vois, ça a l'air de remonter à tellement loin, ce système de famille, pas de mafia, je sais pas, mais tu vois, il y a quand même des codes. Je suis désolé, mais se couper le doigt, je te prends juste cet exemple-là, je pense que ça date pas d'hier, quoi. C'est pas un truc qui a été inventé. C'est ça, vois, mais par contre, il se fout de la gueule cette pratique dans le film en disant que c'est quand même un petit peu désuet et ringard comme pratique, quoi. Mais ouais, c'est après, ça qui est chouette, encore une fois, si des spécialistes sur la société japonaise et les Yakuza veulent nous éclairer, parce que je ne pas bien connaître le sujet. Tokyo Vice, la série de Michael Mann, le montre. J'allais en parler, j'aimerais beaucoup. Du coup, il faut vraiment que je mate ça. Ça a l'air trop bien, quoi. Surtout le premier épisode qui est fait par Michael Mann, mais voilà. Mais où en fait, on comprend que c'est une société où les Yakuza, ils ont la liberté, on leur laisse faire plein de trucs, mais parce qu'en même temps, eux-mêmes gèrent la rue, en fait, quoi. Et de ce que j'ai compris, c'est une société où, en gros, on vous laisse faire ce qu'on veut, mais par contre, on veut pas le bordel dans la rue, quoi, tu vois. Et, bien sûr. Voilà. Bon, grosso modo, hein, encore une fois, j'invite des gens à nous éclairer si je suis beaucoup trop, si je vulgarise beaucoup trop, quoi. Mais un autre truc que j'aime beaucoup dans ce film, c'est justement, t'en parlais un petit peu, c'est l'esthétique, où c'est très épuré. Il y a des fois vraiment de l'esthétisation de certaines mises à mort, etc. Bien sûr. Notamment une avec une voiture, je reviens pas dessus, qui est vraiment très violente. On n'a pas précisé, c'est quand même un film hardcore. Enfin, hardcore dans le sens, c'est pas forcément cru, tu vois, d'une boucherie écœurante ou quoi que ce soit. Parce que comme tu le dis, c'est pas filmé de manière documentaire, mais t'as un truc très neutre, quoi. T'auras pas de ralenti, t'auras pas de, voilà, c'est des plans fixes généralement, c'est très épuré. Le sound design est génial des armes à feu, c'est vraiment. On parlait de Keaton tout à l'heure, il y a une scène, il y a une grenade qui explose dans la pièce d'à côté, et vraiment, il tourne juste la tête, on dirait presque de la comédie là pour le coup. Oui, mais vraiment, il tourne juste la tête comme si tu entends un voisin qui fait demi-tour dans ton allée et que tu te demandes ce qui se passe, quoi. C'est juste, ça, exactement. C'est énorme. Mais c'est vrai que la scène de la voiture, ouais, là, ça c'est chaud. Hein. Le portrait du film, le Japon qu'il dresse, parce qu'on n'est pas du tout, on n'a pas du tout dans le côté des néons qu'on pense, etc. C'est hyper sinistre, c'est tout en béton. C'est vraiment tout ce côté, tout cet urbanisme japonais particulier. Et on est vraiment tout le temps dans le film dans des structures en béton. À un moment, il y a des scènes dans des bars à hôtesse, c'est sinistre au possible, quoi, alors qu'on s'imagine ça des trucs plutôt colorés, etc. C'est sinistre, et puis t'as vu, c'est l'image que j'ai de Tokyo. C'est-à-dire que c'est beaucoup des bars dans des étages, en fait, dans des immeubles, on dirait presque des bureaux, quoi. C'est-à-dire que tu rentres au, je sais pas, 25e étage d'un grand immeuble, et puis là, t'as un bar, en fait, mais comme tu rentrerais, je sais pas, moi, dans une société, quoi, en fait. Et ça montre, en fait, quand ils disent on va ouvrir un bureau dans ce quartier, ils ouvrent vraiment un bureau fantoche dans ce quartier tout pourri, juste sans. Donc vraiment, le film, il a toute une esthétique là-dessus très, très épurée, même dans les voitures, quoi, c'est que des grosses berlines, etc. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, contrairement à certains films de mafia ou de gangsters où t'as quand même une certaine appétence pour le. Enfin, on le sait que le film de gangster, il repose aussi beaucoup sur ça, sur cette espèce de fascination un peu pour le milieu.
Là, les mecs ont quand même une vie ultra sinistre. Hein. Enfin, genre, on peut parler de leur vie de couple, par exemple. C'est genre, enfin, les mecs, c'est des morts vivants en fait. Ils sont décrits comme tels. C'est ça. C'est-à-dire, ils rentrent, il y a ni bonjour ni merde que dalle avec leur compagne et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a une exécution notamment d'un yakuza qui sait quasiment qu'il est condamné, quoi. Et vraiment, je sais pas si je veux pas trop en parler. C'est compliqué d'en parler sans trop en parler et tout. Mais tu sais, vraiment, il se dit bon, ok, bon là, c'est quasiment finito, quoi. Et il rentre, il fait l'amour avec sa femme, mais c'est genre le truc le plus froid du monde, quoi. Ah oui, il y a aucun amour, quoi. Et c'est vraiment, c'est histoire d'eux, quoi. Et voilà, et c'est une marche funèbre, le truc. Et je sais pas, c'est glaçant quand même. Mais tu te dis, ouais, c'est pas. C'est jamais glorifié, quoi. C'est genre la représentation très... des femmes dans ce milieu, dans ce film, c'est sinistre au possible. Elles sont vraiment au second plan derrière. C'est hardcore, ouais. C'est vraiment... je pense que c'est tout à fait voulu, quoi. Donc non, mais ouais, une vraie curiosité, ce film. C'est vraiment un film très spécial, quand même. Enfin... Je sais pas si je le regarderai, tu vois, tous les 6 mois. Ça fait quelques fois que je le vois et il y a toujours des trucs. Maintenant, l'intrigue est un peu plus limpide pour moi. C'est ça. Mais tu vois, et je voulais juste un dernier mot sur les décors parce que le seul décor non urbain, c'est la maison de ce parrain, justement. Au bord de mer. En bord de mer, une espèce de forteresse. Magnifique, hein, c'est très beau. Voilà, où il est dedans avec son survêt et c'est marrant parce que ça apparaît à toutes les 15 minutes dans le film, il y a la scène où on va s'excuser chez le parrain et le parrain dit non, ok, c'est pas grave, mais va, voilà. Le film, il est super pour ça, quoi. Et d'ailleurs, j'ai été étonné d'apprendre que c'est le premier d'une saga, en fait, d'une trilogie. C'est ça, il y a Outrage Beyond. Beyond et le troisième, c'est Outrage Coda. Et alors, j'ai vu le deuxième. J'ai pas vu le troisième, je m'en ai aucun souvenir. Outrage le défi, quoi, le retour. Je pense que c'est vraiment littéralement la même chose. Dans le 2, il y a une scène d'exécution avec une machine qui propulse des balles de baseball. Bref. Et un personnage qui meurt revient. Oui, bah, j'ai cru comprendre. Parce que du coup, j'ai vu le synopsis, j'ai fait... Ah d'accord, ok. Donc ils ont il a survécu à sa blessure, on s'en fout, quoi. Très bien. C'est bon. Voilà. Et voilà, le 3, je l'ai pas vu, mais bon, globalement, voilà, je pense que c'est globalement la même chose. Ah, j'ai lu le synopsis du 3, ça fait envie quand même. Ouais, dans l'espace là. Les Yakuza dans la station internationale. C'est des films particuliers. Et encore une fois, j'ai essayé de me renseigner un peu. Je n'ai aucune idée de la portée qu'a ce film dans la scène japonaise, vraiment. Alors je crois pas que ça ait fait un succès. Non, mais de toute façon, de manière générale, nul n'est prophète en son pays. Hein. La carrière de Kitano est vraiment parce que lui c'est une personnalité vraiment folle là-bas et on n'a pas du tout le même ressenti qu'on a de lui en Europe que lui en a là-bas. J'ai dit une phrase vraiment maladroite, mais vous m'avez compris, quoi. C'est que là-bas, c'est un espèce de figure de superstar de la télé, quoi, qui fait des films d'auteur, et c'est en Europe où on l'apprécie vraiment en tant qu'auteur. Encore une fois, c'est le cas de beaucoup de cinéastes. On en parlait récemment avec des proches. Almodovar, par exemple, qui est pas du tout perçu de la même manière. Enfin, tu vois, il a entre guillemets pignon sur rue partout dans le monde, il est sélectionné à Cannes à chaque film quasiment et tout ça. Bon, en Espagne, c'est pas forcément le même traitement, quoi, donc ça arrive très souvent. Et je serais encore curieux qu'on me Carpenter. dise est-ce que les outrages ont eu du succès au Japon? Je ne sais pas, j'arrive pas vraiment à le savoir. Et même, à vrai dire, en Europe, Outrage n'est pas le meilleur film de Kitano selon le box-office, tu veux dire selon l'opinion populaire. Ah, l'opinion populaire. Les grands amateurs de Kitano vont pas citer non, en premier. c'est sûr. Ils vont citer Hanabi, Sonatine, L'été de Kikujiro qui est magnifique. Bref. Mais tu parlais de Cannes et c'est là où on peut peut-être conclure là-dessus. C'est que moi j'ai vraiment un attrait particulier avec Outrage, très personnel, parce que j'ai eu la chance de le voir à Cannes justement en 2010. C'était mon premier et potentiellement mon dernier passage au festival de Cannes. À cette époque, j'étais étudiant, on avait plein d'idées chouettes plein la tête. Cannes, c'était génial, etc. Enfin, on trouvait ça génial à l'époque. C'était à la mode à l'époque. Et
il se trouve que voilà, j'avais vu j'avais vu un Mike Lee, j'avais pu voir Les Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois. Ouais. C'est également l'année où j'ai découvert l'existence à travers le premier film que j'ai vu de Xavier Dolan, Les Amours imaginaires, voilà. Et au milieu de ça, il y avait Kitano qui mine de rien une figure depuis mon enfance vraiment. C'était je sais plus si par ma famille ou mon frère ou les amis de mon frère, la figure de Kitano était là, quoi. D'accord. Et j'étais trop content de pouvoir le voir, et du coup je me suis vraiment démené pour choper une place pour la montée des marches et la vision de la projection d'Outrage. Donc j'ai pu voir Outrage en présence de Monsieur Kitano himself dans la lourd salle. Kitano, quoi. Ça c'était très chouette. Bon, j'étais au tout dernier rang. Et alors, je peux te dire que mon souvenir justement sur cette première scène très calme de ce dîner, de ce repas Yakuza avec les chauffeurs qui attendent dehors. Je peux vous dire l'anecdote. Je me souviens qu'il y a ce long plan, ces longs travelling comme ça. Il y a un type à 3 places sur ma gauche. Je l'entends dire à voix haute comme ça. C'est passif. Voilà, donc c'était mon expérience cannoise, des gens qui commentent dans la salle ce qu'ils pensent, et voilà. Bien sûr, il y a eu pas mal, je pense à tous les films à Cannes, il y a des gens qui se lèvent pendant la projection. Là, il y en a eu pas mal, petit à petit. La scène du dentiste, on l'a pas mentionné, il y a une scène très... celle-là, elle est bien violente chez aussi. Chez un dentiste, on vous en dit pas plus. Ouais. Là, ça a rigolé, ça s'est levé, il y a eu... voilà, c'était... C'est honteux. Comment peut-on sélectionner ça à Cannes ? Et voilà. Bref, du coup, pour dire que... Et moi, j'avais adoré le film, donc je pense que mon appréciation du film est très liée à ce souvenir, je le cache pas. Moi, désolé, je te coupe, mais un instant, mais parce que j'imagine Kitano, tu vois, comme tu disais, qui est pas du tout perçu, certainement au Japon comme chez nous et tout. Et tu sais, t'as Cannes, genre très policé et tout. Alors, voilà, qui fait son gros film de bourrin, t'as tout. Le nouveau film de Takeshi Kitano, le cinéma japonais, c'est vraiment exceptionnel. Et là, il arrive, fait ouais, bah c'est Outrage, vous allez voir des Yakuza qui se défoncent la gueule pendant 1h40 avec des fraises de dentiste. C'est hardcore, l'autre qui il essaye de se couper le petit doigt au cutter et tout. Enfin, je sais pas, ça me fait rire, quoi. C'est comme si nous, je sais pas, j'essaie de trouver une comparaison, quoi, où sinon on envoyait un lourd professionnel, tu vois, un gros bébel qui sent des aisselles et qu'on adore, quoi, dans un festival ultra sérieux au bout du monde, quoi. Bah, je pense que non, quand même. La renommée de Belmondo, elle est internationale, et même au Japon, il est... Non, mais bien sûr. Non, mais j'entends de Belmondo, tu vois, Le Marginal, quoi. C'est aujourd'hui une sélection de le nouveau film avec Jean-Paul Belmondo, Le Marginal, quoi. Et là, boum, ça bourre en grosse Mustang, quoi. Ça régale. Pardon, je suis parti un peu loin, mais il y a un peu de ça, quoi. Mais voilà, donc c'est mon vrai beau souvenir cannois, et Outrage de Takeshi Kitano. T'es sorti avec des étoiles plein les yeux de ce film, ma foi, familial et... très familial, pour le coup, très, très, très porté sur la famille, quoi. Ah oui, bah bon, tu le regardes pas avec le petit dernier de la famille, quand même. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, ravi que ça t'ait plu. Ça m'a beaucoup plu, et voilà, encore une fois, c'est vraiment un cinéma c'est particulier, quoi, comme film, mais j'ai bien envie de voir les suites, du coup, de savoir où ça va. Et Kitano, de toute façon, c'est un dossier, moi je sais que j'en ai très peu vu, quoi. J'ai dû en voir un ou deux de ce réalisateur-là, et bah tu connais mon amour pour la culture japonaise, que ce soit à travers le jeu vidéo, la langue, le cinéma, bien sûr. Donc en plus, Kitano est un petit ovni même dans le paysage cinématographique japonais, c'est-à-dire que même Yasato Ichi, que j'aime beaucoup, qui est très très chouette. Les scènes de combat sont pas c'est pas filmé non plus de la manière comme on imagine souvent des scènes de combat dans le cinéma asiatique, quoi. Il se fait plaisir, il se fait son truc, mais voilà, il y a des très beaux peignoirs dessinés par dans le grand détournement, il le cite là, par Yoji Yamamoto. Yoji Yamamoto, voilà, bref. Il y a des soupules de Yoji Yamamoto, c'est incroyable. Non, mais c'est véridique, quoi. Il a un film ultra contemplatif que je n'ai pas vu du tout, Dolls. Oui, c'est vrai, très, avec très ce couple qui marche relié les uns aux autres.
Et l'un à avec l'autre. tous les costumes dessinés par Yoji Yamamoto. Yoji Yamamoto, quoi. C'est Georges Abitbol qui sera content, quoi. L'homme le plus classe du monde, putain. Voilà. Incroyable, ok. Himalaya, quoi. Bref, Voilà, on dérape un peu là. on dérape un peu. Je pense qu'il est temps de terminer ce grand écart. De chlore, comme dirait Mère Green, on le salue. Maestro de Léa Fazer et Outrage de Takeshi Kitano. On espère que ça vous a plu. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et à noter quand même 2 films qu'on a appréciés vraiment pleinement. Alors, depuis le début des grands écarts, c'est plutôt le cas, mais bon. Doomsday avait changé ta vie, je me souviens. C'est vrai qu'il y a eu Doomsday, il y a eu Quasimodo del Paris pour toi. Bon, voilà, il y a eu des séances pas forcément tout le temps très heureuses, mais justement, ça vaut le coup d'être souligné. Là, on a 2 films qu'on vous recommande quand même. Moi, je recommanderais ces 2 films très chaudement, quoi, dans leur style. Et on vous en dit pas plus, mais parce que j'ai pas envie de m'avancer tant que les choses ne sont pas faites, mais il est fort possible que le format Grand Écart revienne spécialement pour un épisode canonique. On vous en dit Attention. pas plus. Mystère. Antoine, merci, Merci Stéphane, c'était très cool. et cordialement, et adieu. Cordialement, sincère salutation distinguée. Ciao tout le monde, merci beaucoup.